Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette rencontre qui promet d'être, je pense, extrêmement riche et enrichissante et qui porte sur un sujet très, très grave, celui de la littératie. Je vais vous présenter d'abord les invités, ensuite je vous expliquerai comment on compte procéder. Alors, immédiatement à ma gauche, Catherine Voyer-Léger, qui est coordonnatrice de l'Alliance culturelle de l'Ontario, présidente du Théâtre de la Veille 17, vice-présidente du Salon du livre de l'Outaouais, et elle est aussi blogueuse et auteure de plusieurs livres maintenant qui ont connu un grand succès, bravo. Alors, on est très heureux de l'accueillir. À son côté, Julie Ruel, qui est formée en psychologie et qui est, et c'est surtout à ce titre-là, je pense qu'elle va intervenir aujourd'hui, co-titulaire de la chaire interdisciplinaire de recherche en littératie et inclusion de l'Université du Québec en Outaouais. Merci de nous apporter vos lumières, Madame Ruel. Et finalement, M. Yannick Marcil, que vous connaissez certainement, qui est blogueur et chroniqueur au Journal de Montréal. C'est un économiste de formation, M. Marcil, mais c'est quelqu'un, j'aurais envie de dire, qui n'a pas oublié que l'économie est une science sociale et qui réfléchit d'une manière assez élevée à des questions sociales et politiques à partir de l'économie. Alors, on est très heureux de l'avoir ici parce qu'évidemment, la lentille économique, surtout quand elle est apportée dans cette perspective-là, est extrêmement importante. Le sujet dont on va parler, donc, c'est la littératie. Je vais citer de mémoire les chiffres, mais l'organisme qui s'appelle PECA, l'OCDE, a récemment évalué à quelque chose comme 1 sur 2 le nombre de Québécois qui souffriraient d'analphabétisme fonctionnel, niveau 2 d'analphabétisme. Ce qui est une statistique, à mon avis, terrifiante. Hein? C'est quelque chose comme un drame national pour le Québec que d'avoir des statistiques comme celle-là. Et ces données-là étaient confirmées par une enquête de Statistique Canada qui arrivait à peu près au même résultat. Dans un cas, c'était 49%, dans l'autre cas, 51%. Donc, on est devant quelque chose qui nous apparaît, si on est le moindrement soucieux de la qualité de la vie collective, de la démocratie, de l'avenir du Québec, devant une situation qui pose problème et devant laquelle on a nécessairement à s'interroger. Nos trois invités vont réfléchir avec nous là-dessus pendant, je dirais, une quarantaine de minutes environ. Je vais ouvrir avec eux 3 chantiers. Vous allez voir qu'il y a une certaine logique, je pense, qui était inévitable là-dessus. D'abord, un certain état de la situation. Qu'est-ce que ça veut dire réellement d'avoir ce taux d'analphabète fonctionnel niveau 2? Et qu'est-ce que ça signifie? En quoi c'est grave? Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est d'abord là-dessus, je vais leur donner la parole à tous les 3. Par la suite, évidemment, on va essayer de s'interroger sur les causes de cette situation-là, parce qu'il y a des causes, et si on peut les identifier, peut-être que nos actions pourraient être plus efficaces. Donc, les causes, et finalement, les remèdes qu'on pourrait apporter pour corriger cette situation-là. Alors, voilà les 3 grands chantiers sur lesquels, à tour de rôle, nos invités vont se prononcer. Et on a pensé, parce qu'on est persuadé que vous allez avoir beaucoup de choses à dire et de questions à poser, garder environ une demi-heure à la fin. Il y aura des micros qui vont circuler pour vous permettre d'adresser des questions à l'une ou l'autre des personnes qui interviennent aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient? Oui. Alors, j'ouvrirai donc le dossier numéro 1, celui de l'état de la situation. On lit cette donnée-là. Hein, elle a circulé partout. Je pense que je ne me suis pas trompé quand je l'ai décrite tout à l'heure. 1 Québécois sur 2, analphabète fonctionnel de niveau 2. Peut-être que c'est à vous d'abord, Mme Ruel, qu'on pourrait poser la question. Qu'est-ce que ça signifie? Pouvez-vous nous décrire cette réalité-là? La statistique, c'est au niveau des personnes de 16 à 65 ans. Donc, c'est 53% qui n'ont pas un niveau 3, qui est le niveau requis actuellement pour fonctionner dans notre monde moderne. Ça veut dire qu'au-delà du lire-écrire, qui pour plusieurs, oui, sur le plan fonctionnel, sont capables de lire et écrire, mais est-ce qu'ils sont capables de comprendre, de saisir, d'utiliser l'information qui est présente dans un matériel qu'ils peuvent lire ou qu'ils doivent écrire. Alors que ce soit compléter des formulaires, que ce soit comprendre une prescription médicale, que ce soit de suivre des consignes, de les appliquer et de les utiliser. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a une inquiétude par rapport à la proportion de Québécois. Et ça, c'est sans parler les personnes de 65 ans et plus, pour lesquelles le taux de personnes qui n'atteindraient pas le niveau 3 serait d'au moins 80%. Parce qu'une diminution avec l'âge, même si peut-être ça vous plaît pas de l'entendre, mais c'est une réalité. Alors, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont un niveau réduit de littératie sont plus souvent sans emploi, plus souvent et plus longtemps qu'une personne qui a un niveau de littératie assez élevé. Ensuite, on dit que la littératie et la santé, c'est main dans la main. C'est-à-dire qu'une personne qui a un niveau supérieur de littératie a plus souvent
un sentiment de bien-être supérieur et d'une santé qui est meilleure que les personnes à faible niveau de littératie. C'est la même chose au niveau financier. Les personnes ont plus de chances d'avoir plus de sous si ont un niveau de littératie supérieur. Et on sait qu'il y a un déficit démocratique avec des personnes qui ont un niveau de littératie plus faible, c'est-à-dire qu'ils ont moins tendance à voter, ils ont moins tendance à faire du bénévolat, à participer socialement. Donc, on est dans un manque de contribution d'un groupe important de la société à cause de ces défis sur le plan de littératie, sans parler sur le plan mondial. La World Literacy Foundation a nommé que c'était 1 milliard, c'est pas 1 milliard, c'est 1000 milliards de dollars de déficit sur le plan financier mondial à cause des taux de réduit de littératie. On entre sur le terrain. Yannick, avant de te poser la parole, si tu permets, merci pour ce survol qui est extrêmement important. J'aimerais vous entendre, si vous le pouvez, sur une comparaison entre l'état de la situation au Québec et dans d'autres civilisations, sociétés comparables, dans d'autres démocraties libérales. Qu'en est-il aux États-Unis, en France, en Belgique? À l'OCDE, dans les chiffres, le Canada est 49% qui n'ont pas un niveau 3. C'est équivaut au niveau de l'OCDE. Il y a des pays comme le Japon, ça peut être 24% de la population qui n'a pas un niveau 3. C'était le chiffre le plus élevé dans le sens que ceux qui avaient la meilleure statistique. Et à l'autre bout du spectre des 24 pays et États qui avaient été évalués, c'était l'Italie qui était la plus faible, dans ceux qui ont été évalués. Mais le Québec se situe au-dessous de la moyenne de ces pays. Merci beaucoup, c'est très éclairant. Yannick, peut-être que en fait, oui, je vais en fait continuer sur la même lancée. Donc, pourquoi c'est un problème grave et à quel point il est grave? Donc, vous l'avez précisé, je pense que c'est important de rappeler que ce chiffre-là, la moitié des gens qui sont analphabètes fonctionnels, c'est les 15 à 64 ans. C'est vraiment important de se rappeler cela. Pourquoi? Parce que à 65 ans, aujourd'hui, étant donné les progrès de la médecine, on est encore très jeune. Donc, on parle de la population active socialement, politiquement et économiquement. D'autre part, ce taux-là, cette moitié de la population qui vit des problèmes de littératie, elle est relativement stable depuis 15 à 20 ans selon ce qu'on en sait. Il y a très, très peu d'amélioration, voire il y a peut-être même une petite détérioration. Alors ça, c'est très, très préoccupant. Pour la raison suivante, pour bien des raisons, donc on s'améliore pas en soi, c'est un peu décourageant, mais parce que il y a 25 ans, en 1990, il y avait 38,7%, près de 40% de la population québécoise de moins de 65 ans qui n'avait pas de diplôme d'études secondaires ou supérieures. 40% qui n'en avaient pas. L'année passée, 13%. Donc, on diplôme de plus en plus. Là. Il y a juste 13% des moins de 65 ans aujourd'hui qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires. Qu'est-ce que ça signifie? Étant donné que le taux de littératie reste aussi faible, ça signifie qu'on diplôme des illettrés. Je m'excuse de le dire comme ça, c'est un peu brutal, mais nous diplômons présentement des gens qui sont des analphabètes fonctionnels. Et on va parler des remèdes en fin de discussion, et ça m'apparaît tout à fait scandaleux. Tout à fait scandaleux. Vous avez mentionné les effets économiques. Je vous promets, je vous inonderai pas de chiffres cet après-midi, mais quelques chiffres sont toutefois très importants. On estime que augmenter de un seul point de pourcentage la littératie, donc passer de 49 à 48 le taux d'analphabétisme, ça injecterait dans l'économie québécoise 5 milliards de dollars. Parce que ça créerait de l'activité économique, pas le lendemain matin, évidemment. Là, c'est une corrélation. Donc, pour chaque point autrement dit, à l'inverse, pour chaque point d'analphabétisme, on perd 5 milliards de dollars dans l'économie. C'est 1,5% de notre économie. Il y a donc un coût économique pour notre société qui est immense. En même temps, puisque je suis quand même optimiste et je vois le beau côté des choses, voilà une opportunité si on s'en tient au strict plan économique. Évidemment, il y a des enjeux sociaux, moraux même et politiques qui sont très graves, mais sur le plan strictement économique, faire des efforts de littératie auprès des adultes québécois, c'est une opportunité économique hallucinante. Beaucoup plus grande que le développement technologique, beaucoup plus grande que les découvertes scientifiques, beaucoup plus grande qu'exporter nos minerais, surtout nos minerais. Il y a donc toutes les raisons du monde de s'attaquer en priorité à tout niveau, je l'ai dit, social, moral, politique, mais aussi économique, parce qu'au plan strictement économique, c'est transversal le problème. Et ça va devenir de plus en plus important, parce que la société dans laquelle on évolue
est une société où les changements s'accélèrent depuis de nombreuses années, qui continuent à s'accélérer, qui devient de plus en plus complexe. Donc, on a besoin, non pas des techniciens, non pas des opérateurs de machines, non pas des petits robots comme travailleuses et comme travailleurs. On a besoin des gens à tous les niveaux dans une entreprise, dans une organisation, qu'elle soit plus publique ou privée, de gens qui comprennent le monde. Or, pour comprendre le monde, il faut avoir ces outils qui sont ceux de la littératie. Et au plan strictement économique, je ne comprends pas que ce ne soit pas la priorité de tous les ministères, en fait, autant en santé, en éducation, en institutions démocratiques qu'en économie, parce que c'est le défi qui pourrait nous amener beaucoup, beaucoup plus loin comme société. Je vous écoutais, puis j'ai parlé à ce propos-là, moi, de drame national, et je pense que je me trompe pas beaucoup. Madame Voyer-Léger, vous avez sûrement quelque chose à dire, là. Oui. Ben, je voudrais, en fait, peut-être rebondir plus au niveau des idées. Là, moi, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais sur des choses qui ont été dites. Premièrement, j'ai toujours beaucoup aimé cette notion d'être démuni, parce que je trouve qu'elle est très englobante, c'est-à-dire qu'elle parle de manquer de quelque chose. J'aurais envie de dire de pas être équipé. En fait, on parle de gens qui ne sont pas équipés, qui manquent de ressources pour faire face au monde dans lequel nous évoluons et dans lequel, pour la plupart d'entre nous, nous évoluons sans même nous rendre compte de la pression que ce monde met sur nous aussi. Mais il y a des gens pour qui cette pression-là devient, et il y a beaucoup de gens donc, pour qui cette pression-là devient un handicap. Et effectivement, on n'en parle pas. Bon, je m'intéresse beaucoup à la question des médias, et moi, ce qui me fascine dans ces données-là, c'est que je trouve que ça montre, entre autres, que l'univers médiatique, et j'inclurais dans cette donnée le bruit des médias sociaux, donc tout ce qui se passe sur les médias sociaux, il y a là une conversation qui exclut une grande quantité de nos concitoyens, qui ne font pas partie de cette conversation. Et on ne parle jamais de ces gens-là qui ne font pas partie de cette conversation puisqu'ils ne sont pas là pour défendre leur propre point de vue. Donc ça, c'est la première chose que je voulais mettre sur la table qui, moi, me préoccupe énormément, c'est-à-dire qu'il y a une conversation qu'on veut démocratique, mais qui, en fait, exclut une très grande partie de la population. L'autre chose, je voulais réagir sur le fait qu'on diplôme des illettrés, pour reprendre avec des guillemets ce que Yannick disait. Je me permettrai donc de donner, sans tomber dans l'anecdote, là, juste une petite lecture que j'ai pu faire, parce que dans les derniers mois, moi, je suis retournée enseigner, ce que j'avais pas fait depuis 10 ans. Et j'enseigne présentement dans 2 institutions postsecondaires, et tout le monde m'a dit, tu vas voir, ça s'est tellement dégradé, c'est tous des incultes, c'est des légumes. C'est pas vrai. C'est pas vrai, là. C'est pas ça la situation. Au contraire, il y a des gens très intéressants et il y a beaucoup de gens moyens. Par contre, ce que je vis, que je n'avais pas vécu dans mes premières années d'enseignement, c'est que j'ai devant moi certaines personnes, une minorité, mais des gens que je voudrais aider et que je ne peux pas aider parce que les outils qui sont ceux de l'institution postsecondaire sont pas adaptés pour ces gens-là. Entre eux et la matière que j'aurais à leur transmettre, il y a un tel fossé, et ils se faufilent par plein pas parce qu'ils trichent, pas parce qu'à un moment donné ils se faufilent. Et là, moi, je vis comme enseignante quelque chose d'humain, de très difficile, parce que quand je cherche de l'aide, on me dit même non, laisse faire. L'institution a abandonné. Attends que ces gens-là dérivent. Un jour, ils vont abandonner. C'est comme des espèces de poids morts qu'on traîne, et je trouve ça très grave, mais je sais pas quoi faire en même temps, comme individu, parce que je les ai pas, les outils. Je donne présentement des ateliers de grammaire, mais moi, je suis pas formée pour aider quelqu'un qui n'a aucune notion en grammaire. Je suis formée pour aider quelqu'un qui a des aspects à améliorer en grammaire. Et donc, c'est très déconcertant, en fait. Et donc, je sais pas si c'est un changement, mais il y a quelque chose là sur comment, comme société, on peut soutenir les gens qui ont besoin de soutien. Et en tout cas, ma vision pour l'instant, c'est que ça se passe pas dans les couloirs de l'éducation traditionnelle. Merci beaucoup. C'est sûrement des thèmes sur lesquels on va revenir, mais je voudrais peut-être relancer nos 2 autres intervenants là-dessus, parce qu'on vient de mettre le doigt, vous avez évoqué la dimension économique de cette réalité-là, on vient de mettre le doigt sur la dimension proprement politique. Il y a quelque chose
très troublant là-dedans. Vous avez employé l'expression conversation. Moi, un de mes philosophes préférés s'appelle Doué. Doué voulait former une école qui formait des citoyens qui participent à la vie démocratique. Il appelait ça la conversation démocratique. Vous avez dit, il y en a qui sont exclus. Et là, c'est profondément dramatique parce qu'il me semble qu'on touche une racine politique du problème que peut-être on est en train d'occulter aussi. C'est-à-dire, c'est peut-être ça la chose la plus dramatique dans la littératie. La non-participation à la vie citoyenne. La non-participation à la vie publique. Alors, je me demandais peut-être Yannick, qui est un économiste que ces questions-là touchent beaucoup, puis Madame Ruel, tour à tour, peut-être de revenir pour qu'on place bien cet enjeu-là, parce qu'il me semble crucial. Ben, c'est le fondamental. J'aime beaucoup ce que l'image. En fait, ça fait image ce que tu as dit, hein, qu'il y a des gens exclus de la conversation. Quand on parle pour mettre dans le concret, là, on parle de 2,8 millions de Québécois là, sur 5,5 qui sont entre 16 et 25 ans. Donc, il y a 2,8 millions de personnes qui, pour ceux et celles qui le savent, je suis chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, entre autres. Je participe à un média de masse pour pouvoir alimenter le débat, l'influencer à ma modeste mesure, bien évidemment, comme bien du monde ici autour de la table et sans doute dans la salle. Mais ça veut dire que même en utilisant le média de masse par excellence au Québec, qui est le Journal de Montréal et le Journal de Québec, je rejoins pas la moitié de la population. Je suis même pas capable d'entamer un débat ou de susciter un débat avec cette moitié de la population. C'est gravissime. Ça veut dire que pendant les campagnes électorales, lorsqu'on discute de sujets très importants, que ce soit, je sais pas moi, l'exploitation du pétrole, des décisions touchant l'éducation, la santé telles qu'on les prend aujourd'hui, il y a une grande partie de notre population qui n'y a pas accès et on ne peut pas dire qu'ils y ont accès par la télé. Parce que quand on parle d'analphabétisme fonctionnel, c'est aussi conceptuel. Hein. C'est pas juste ne pas savoir lire et écrire ou avoir de la difficulté à le faire plutôt. Hein. C'est aussi ne pas avoir les outils conceptuels pour comprendre les termes d'un débat, qui vient avec la lecture très souvent dans la formation citoyenne. Et ça, pour moi, c'est une véritable tragédie, effectivement, parce que nous nous rendons collectivement coupables d'exclure de notre vie collective la moitié de notre population adulte. C'est ça que ça veut dire au final. Et donc, c'est pour moi une faute, non seulement c'est un problème politique, un problème économique, mais c'est une faute morale. C'est tout simple que ça. C'est une faute morale collectivement que d'exclure sciemment, en ne faisant rien, la moitié de notre population adulte. Merci, M. Marcil. Mme Ruel. La porte d'entrée de la littératie dans ma vie, c'était autour de 2010. Alors que je travaillais dans un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme. Vous comprendrez que pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle, l'accès à l'information, l'accès au discours, l'accès à la participation citoyenne est tout un défi, hein, encore plus. Et c'est par cette porte-là, dans mon centre de réadaptation où j'étais à ce moment-là, qui ont décidé d'investir pour mettre en place une chaire interdisciplinaire de recherche en littératie et inclusion. Je fais ce détour-là pour vous dire qu'une fois qu'elle a été mise en place, qu'on a travaillé à la mettre en place, c'est là qu'on s'est rendu compte que peut-être que les personnes qui avaient une déficience intellectuelle étaient les exclus parmi les exclus, mais qu'il y avait un grand nombre de personnes qui se retrouvaient avec des défis similaires et pour lesquels on pouvait miser à rehausser leurs compétences, mais qu'en attendant que tout le monde atteigne un niveau atteignable et qui les aide à participer sur le plan citoyen, ben il fallait peut-être soutenir les environnements, les milieux, à mieux les desservir. À être capable de leur donner une information qui soit un peu plus accessible, qui soit moins technique, qu'on soit capable de leur parler, de les rejoindre autrement. C'est sûr que dans ma perspective inclusive, c'est aussi de rendre plus accessible à cette population-là, à ces citoyens-là, une information, des concepts et tout ça pour les simplifier, pour que ce soit plus compréhensible. Mais c'est sûr que je soulève des passions en disant, bon, on fait du nivellement par le bas. Mais en attendant, ma réponse, c'est est-ce que c'est de faire du nivellement par le bas que d'attendre qu'il y ait 50% de la population qui soit capable de récupérer sur le plan d'une compétence. Donc, je pense qu'on a besoin de travailler dans les deux volets. Ça sera peut-être dans la question 3 tout à l'heure, dans les stratégies. Mais en attendant, c'est de reconnaître quand même qu'on a à faire face avec un
une grande population pour laquelle il y a des exclus et que ce sont les mêmes populations qui souvent, on pourrait avoir comme idée qu'ils retournent à l'école, qu'ils apprennent, etc. Peut-être qu'ils n'ont pas tous les moyens et tout ça, mais ce sont des individus souvent qui n'ont pas eu des expériences positives non plus à l'école. Donc, quand on leur reparle de ça, on n'ouvre pas une porte. Parce que c'est une expérience qui était difficile. Puis pour peut-être terminer ce point-là, le Conseil supérieur de l'éducation, en 2013, a fait un avis au ministère par rapport à maintenir et rehausser les compétences des adultes, qui se basait à ce moment-là sur les chiffres de 2003 de l'OCDE. Et je pense que il y a peut-être là aussi à regarder qu'est-ce qui est possible à ce moment-là. On avait annoncé qu'on procéderait en 3 moments. D'abord, une espèce de description de la situation, compréhension de sa gravité. Je pense qu'on l'a en tête tous et tout le monde convient. Je pense qu'on est devant une situation grave et sur laquelle il faut agir. Mais avant de proposer des remèdes, peut-être s'interroger sur les causes. Alors évidemment, il y a quelque chose qui vient spontanément à l'esprit, c'est l'école. Je pense que ça va être incontournable de parler, par exemple, des méthodes d'apprentissage de la lecture à l'école. Il y a une littérature scientifique assez importante là-dessus, dont vous pourrez sans doute nous entretenir. Mais j'aimerais, en vous lançant ce dossier-là, en ouvrant ce dossier-là, en vous lançant ces questions, qu'on n'oublie pas d'autres institutions, d'autres contextes ou d'autres lieux par lesquels, ou d'autres institutions par lesquelles cette situation-là perdure. Donc, réfléchir aux causes avec l'école, bien sûr, mais au-delà de l'école. Peut-être que Catherine, vous voulez commencer sur cette question-là? Non? Yannick, peut-être? Je peux bien. En fait, les causes sont évidemment multiples et complexes. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dédouaner et ne pas chercher à les comprendre. Comme toute caractéristique ou positionnement dans la société, il y a évidemment un phénomène de reproduction, de génération en génération. Donc, quand on est pauvre, c'est très difficile de sortir de la pauvreté. Quand on est riche, c'est assez facile de rester dans la richesse. Mais c'est la même chose avec avec l'éducation au sens très large, avec la culture au sens très large, mais avec la littératie. Donc, il y a effectivement un problème de reproduction qu'il faut casser. Il faut casser cette reproduction sociale-là. Dans le passé, l'école a fait beaucoup, particulièrement au Québec, au terme de la Révolution tranquille, pour casser cette reproduction sociale-là dans une grande partie de la population. On le fait de moins en moins. Je m'abstiendrai de commenter sur l'école au sens pédagogique du terme. Là, vous êtes plus compétent que moi. Mais 2 éléments. Il y a, d'une part, dans l'enseignement en général, dans l'éducation en général, on a une vision de plus en plus fonctionnaliste et utilitariste qui s'est imposée. Ce qu'on veut, c'est des bons petits travailleurs, des bonnes petites travailleuses qui fonctionnent bien. On ne veut plus former de bons citoyens à l'esprit critique. On ne veut plus former à l'esprit civique. C'est un peu décoratif. Là, on a un cours ou 2 par-ci par-là, pour se donner comme bonne conscience. Donc, ce qu'on forme, c'est de bons petits travailleurs et travailleuses finalement en bout de piste. Et ça ne favorise pas la littératie au sens le plus profond du terme. Un deuxième élément, c'est qu'on a appauvri les institutions autour de l'école également. Que ce soit les bibliothèques publiques, les institutions culturelles en général, tout ce qui vient en support à la vie communautaire et particulièrement hors des centres urbains où c'est souvent une catastrophe, où on ne retrouve presque plus de bibliothèques, où les centres de diffusion de la culture sont de moins en moins absents, où on a sinon coupé à tout le moins jamais bonifié les programmes de promotion de la culture scientifique notamment. Donc, ce sont toutes les institutions entre l'individu et l'État, ce que j'appelle les institutions intermédiaires, qui ont perdu de plus en plus de ressources, de leur rôle et de leur importance aussi. On a mis l'Église dehors, qui avait un rôle certain avant la Révolution tranquille dans ces communautés. On les a remplacées éventuellement dans les années 70-80 pour ensuite les faire mourir à petit feu. Donc, il y a toute une constellation d'institutions, y compris l'école, y compris l'enseignement postsecondaire, qu'on a appauvri ou à tout le moins qu'on a laissé végéter depuis 25, 30, voire 40 ans. Et ça, c'est clairement, à mon sens, l'ensemble des causes. Et donc, c'est une espèce de... Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un problème systémique, structurel. Il n'y a pas une cause ou 3-4 causes qui fonctionnent indépendamment. C'est un problème systémique et structurel, social, politique, qui doit être traité comme tel. Comme on traite des problèmes de santé publique, comme on traite des problèmes de pauvreté.
des problèmes de santé publique qui sont reliés aux problèmes de pauvreté, qui sont reliés aux problèmes de littératie. On les règle pas avec une pilule, avec un vaccin. C'est un ensemble d'interventions en amont, en aval, qui doivent être prises par l'État, par la collectivité, pas juste par l'État, donc, mais aussi par l'État et la collectivité. Et ça ne se fait pas avec un programme dirigé dans un ministère pour améliorer le taux d'analphabétisme au Québec. Merci beaucoup. C'est un portrait qui peut être terrifiant hein, par les dimensions qui sont évoquées. Je vous rappelle la reproduction, les héritiers de Bourdieu, etc., la vision fonctionnaliste de l'éducation qui se serait répandue, les autres institutions que vous avez appelées intermédiaires qui sont appauvries également. Mais je pense que la qualité de l'intervention qu'on pourrait imaginer dépend de la qualité du diagnostic. Donc, merci de l'avoir fait. Et je pense que Catherine voulait intervenir là-dessus. Oui, bien, je voudrais réagir dans le même sens, mais parler aussi de ce qui se passe, évidemment, dans les familles. Hein. On sait que c'est aussi un endroit où le mimétisme s'inscrit de façon importante. Et je voudrais faire un petit détour, parce que je travaille encore dans ce qu'on appelle la francophonie canadienne, donc dans les communautés francophones minoritaires, que ce soit au Nouveau-Brunswick, en Ontario et ailleurs. Et il y a dans ces communautés des problèmes de littératie encore plus dramatiques que ceux qu'on connaît au Québec, particulièrement de littératie en français, c'est-à-dire que là, on va séparer deux littératies, c'est-à-dire qu'on a des francophones, des ayants droit, mais qui, en fait, n'atteignent pas le niveau de littératie en français, plus particulièrement. Et ce qu'on a remarqué dans nos travaux, en fait, quand on tente de travailler avec ces communautés-là, c'est que tout le monde, tous les francophones de ces communautés trouvent extrêmement important que les enfants lisent en français. Mais les adultes, eux, lisent pas en français. Les adultes qui lisent en anglais. Ils écoutent la radio en anglais, ils écoutent la télé en anglais, leur vie se passe en anglais, sauf qu'ils insistent beaucoup pour que leurs enfants lisent en français parce que c'est important pour qu'ils gardent leur langue. Et donc là, il y a un bris dans le mimétisme. Et que font les enfants et les jeunes? C'est que pour eux, en fait, le français, c'est la langue de l'école, du travail, de la punition. Et ils attendent juste qu'on leur saque un peu patience pour enfin avoir accès aux livres en anglais auxquels ils ont envie d'avoir accès. Et donc, on essaie beaucoup de voir comment on peut travailler sur ce mimétisme et convaincre les gens que la lecture en français, et là, je fais lecture en français parce que c'est le cas de ces communautés-là, mais je pense qu'on peut s'inspirer de cet exemple-là pour se poser la même question parce qu'on voit un peu la même chose au Québec. C'est-à-dire qu'on trouve ça très, très important que les enfants lisent, mais est-ce qu'on lit autour d'eux? Est-ce que les gens lisent? Tantôt, quelqu'un me disait, j'aimerais ça faire du sport aussi aisément que je fais de la lecture. Mais on est des minoritaires qui font de la lecture de façon si spontanée, dont la lecture est un élément important, constitutif de nos vies. C'est loin d'être le cas de tout le monde. Et moi, c'est un truc qui me frappe énormément. Et je reviens aux médias, mais je suis toujours tellement surprise de remarquer quand je compare, et c'est pas pour dire que tout est parfait en France, loin de là, mais quand je compare ce qui se passe ici dans une discussion à la radio, par exemple, versus ce qui se passe dans une discussion à la radio en France, peu importe le sujet en France, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Oui, d'ailleurs, dans tel livre que j'ai lu, il était question de ce sujet. » Et ici, c'est une formule qu'on entend très peu souvent. Pourtant, les gens lisent, mais c'est comme s'il n'y a pas ce réflexe de mettre sur la table, peu importe ce dont on est en train de parler, de où ça nous renvoie dans nos lectures. Je sais pas. Il y a un rapport à la lecture que je ne comprends pas tout à fait, mais qui, pour moi, fait partie de l'équation qui pose problème. Madame Ruel, c'est à vous. Alors, on a un portrait qui commence à être assez global, mais je pense que vous allez rajouter des éléments. Il y aurait peut-être deux petites choses que je rajouterais. Il y aurait, je le poserais sous forme de question. Est-ce que les stratégies ou les moyens pour enseigner la lecture-écriture actuellement est appuyé sur ce qui semble fonctionner ailleurs? Il y a des pays, il y a des provinces qui ont pris le taureau par les cornes et qui ont rehaussé de façon importante leur niveau de littératie. Est-ce que on examine des pratiques gagnantes pour les mettre en place? Fait que j'aurais cette question-là. J'y réponds pas parce que je suis pas certaine de la réponse. Donc, je la laisse à niveau de la question. Et l'autre élément, parce que c'est aussi tout au long de la vie, alors, qu'en est-il de la formation continue? Une fois que les jeunes laissent l'école, comment assure-t-on une continuité de la stimulation, des nouveaux apprentissages, des nouveaux concepts? Quand vous parliez de concepts, nous avons des nouveaux concepts. Ce serait une des hypothèses pour lesquelles les taux de littératie diminueraient après 46 ans. Entre autres, de façon importante, c'est que souvent, on se trouve pas pire, fait qu'on se garde pas, un peu comme quand on arrête de faire de l'exercice. On a beau y avoir été bon et sportif, si on arrête d'en faire,
on devient pas mal plus en forme. Et c'est un peu la même chose au niveau de la littératie. Si on arrête de se garder alerte, qu'on n'a plus de formation, qu'on va plus chercher des nouveaux concepts et de nouvelles réalités, on devient décalé avec la réalité de notre monde moderne, puisqu'il y a un écart qui se creuse, parce qu'il y a toujours des nouveaux concepts qui arrivent, des nouvelles réalités, des nouveaux phénomènes. Donc, j'ajouterais cet élément-là pour les adultes. Je vous remercie tous les trois, même si ce que vous avez dit, pris tout ensemble, donne le vertige. Parce que oui, ça apparaît comme énorme. Mais nous allons arriver à la question des solutions, et je suis convaincu que vous allez tout résoudre les problèmes que vous avez soulevés. Mais je pense qu'on peut penser en mode solution, une fois le diagnostic posé, il y a sûrement des choses à faire, et je pense que vous avez plein de choses à dire là-dessus. Catherine, voulez-vous commencer? Oui, ben, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une solution, mais je reviens à cette partie de la discussion que nous avions sur la conversation citoyenne. C'est une question que je me pose, mais je pense qu'il y a là une partie de la solution. Je me demande de plus en plus souvent quelle place on est prêt à faire dans cette conversation citoyenne à des gens dont l'expression n'est pas aussi parfaite que notre rigueur et notre exigence le demandent. Quelle place pouvons-nous faire, par exemple, à la lettre d'un citoyen qui aurait une grammaire ou une expression moins fluide que ce qu'on voit habituellement dans nos médias? Même chose à l'oral. Et c'est vraiment une question qui me préoccupe de plus en plus parce que je trouve qu'il y a un mur, là. C'est-à-dire que non seulement, par moment, on va se dire ces gens-là ne comprennent pas ce qui se passe pendant la conversation, le 53% dont on parle, mais s'ils veulent exprimer quelque chose, on leur bloque l'accès, en fait, ou on ne les écoute pas, ou on va les railler parce qu'on comprend pas tout à fait leurs idées. Donc là, il y a quelque chose qui me préoccupe sur l'intégration qui va participer éventuellement à l'amélioration de la situation. Et je suis pas fine parce que j'ai pas de solution. M'excuse, Normand. J'ai un autre problème à la place. Devant un problème comme celui-là, je pense que personne n'a de solution. Je vais y repenser, je vais revenir avec des solutions. Yannick, peut-être que tu peux intervenir sur la solution, au singulier ou au pluriel. Ça va paraître un peu simpliste, mais en fait, j'ai l'habitude, effectivement, comme économiste, de régler le sort du monde en 5 minutes. Fait que moi, tout vous arrangez ça, vous allez voir. Non, blague à part, puisque c'est un problème que je considère, et je suis pas le seul à le considérer, évidemment, structurel et systémique, comme je le disais tantôt, que ça n'est pas une politique de la littératie opérée par le ministre machin chouette qui va régler le problème. Il faut que, et ça s'est vu ailleurs, il faut que l'État, je crois beaucoup que l'État a un rôle à jouer de diverses façons, mais particulièrement à cet égard-là, se dote d'une véritable politique de la littératie transversale qui touche à peu près tous les ministères. Et pour moi, c'est fondamental. On en a quelques exemples comme ça déjà au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada pour certains grands enjeux sociaux, notamment la santé publique dont j'ai parlé tout à l'heure, ou la pauvreté, qui sont souvent liés, évidemment. Où ça n'est pas que le ministère de la Santé. Ça va être le ministère de l'Éducation, de la Santé, voire même de l'Environnement. Quand on parle de santé publique maintenant, c'est aussi l'environnement, etc. Donc, c'est les deux grands ministères qui se mettent ensemble pour essayer d'avoir une action cohérente, systémique, structurante pour l'ensemble de la société. Ça devrait être la même chose pour la littératie. Et pour moi, c'est les trois grands problèmes transversaux de notre société, c'est-à-dire donc la santé publique, la pauvreté et la littératie. Ça devrait être une priorité nationale. Je vous ai dit tantôt que ça pouvait être très, très payant. Ce sont des investissements qui ne payent pas avant la fin du mandat, donc avant les prochaines élections, malheureusement. C'est pour ça qu'on ne les met pas en place, mais qui payent économiquement à long terme. Donc, ce sont des investissements. S'occuper de la littératie au Québec, au Canada, n'importe où dans le monde, ça n'est pas une dépense, c'est un investissement vers le futur, au plan strictement économique, qui s'ajoute, bien sûr, aux questions morales, démocratiques et sociales. Donc, la solution, c'est pas une solution, c'est un cadre de solution, mais je veux dire, la première étape, ce qui n'a jamais été fait ici, au Québec, ce serait que le gouvernement, moi, si j'étais premier ministre, honnêtement, ça serait mon obsession tous les matins. Je me lèverais tous les matins avec ce chiffre-là en tête. D'ailleurs, je vous invite à faire la chose suivante, que je fais depuis des années. C'est une promesse que j'avais faite à la Fondation pour l'alphabétisation. Chaque jour, j'apprends à quelqu'un qui ne le sait pas encore ce chiffre-là, le fameux 50%.
essayer de faire ça chaque jour, à un moment donné où, à force de répartition, de répercussion, pardon, on va finir par faire de l'effet que tous les Québécoises et les Québécois se rendent compte de cette tragédie-là et que collectivement, on la prenne en main. Juste cette première étape-là, qu'un gouvernement ait dans son programme l'article 1, bon, l'article 2 si vous voulez, là, que la priorité du gouvernement, c'est d'avoir une vision systémique et structurante pour régler le problème, ça serait fait. Parce que ça se fait ailleurs. Ça se fait en partie en Ontario, ça se fait dans plusieurs pays scandinaves. Le Japon l'a fait dans le passé. Il n'y a aucune raison que nous ne le fassions pas au Québec. Madame Ruel, c'est à vous qui revient de solutionner le problème. Je peux rebondir ici parce qu'on est un groupe de personnes, des universitaires, des gens de la recherche, des équipes de recherche en littératie ou encore pour rehausser l'apprentissage français et tout ça à l'école, où on s'est réunis et on aimerait créer un réseau national de littératie. Parce que, justement, on se dit, de la même façon, l'Institut national de la santé publique fait des recommandations régulières sur les meilleures pratiques, sur les vaccins qu'il faut avoir, les médicaments qu'il faut enlever, ceux qu'il faut recommander, les pratiques au niveau du cancer du sein, et qui évoluent avec les connaissances, on devrait avoir la même chose sur le plan de l'éducation pour avoir les meilleures pratiques sur le plan de la littératie, pour suggérer, recommander et mettre des pistes pour augmenter et améliorer les résultats au niveau de la littératie. Donc, pour ça, je dis que je rebondis parce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire et on est en train de travailler sur ça. Est-ce qu'on aura du succès? Je suis pas certaine, mais on travaille fort. Alors ça, je pense que c'est un élément. Et un autre élément, quand vous parliez des familles, d'investir beaucoup en littératie familiale, ce qu'on appelle la pré-littératie. Comment aider avec les feuillets les publics-sacs, n'importe quoi. On n'est pas obligé d'avoir des livres si on n'est pas capable d'en avoir. On est capable d'apprendre du vocabulaire. On est capable d'encourager les parents, même s'ils sont plus ou moins lettrés, d'être capable d'avoir ce contact physique avec la lecture, avec leur enfant, qui donne une ouverture à la lecture. Donc, il y a beaucoup de petits gestes comme ça qui seraient possibles, qui viendraient modifier à long terme les niveaux de compétences. Merci. Ben, c'est juste que je viens de me rendre compte qu'on nomme pas un éléphant qui est dans la pièce, mais je vais quand même le dire. Faudrait arrêter de couper en éducation. Faudrait comme arrêter, là. En fait, faudrait réinvestir, mais on pourrait commencer par arrêter de couper. Ça serait un début de solution. Oui, je vais peut-être prendre une minute pour lancer 2 ou 3 idées, moi aussi, si vous me permettez. Je suis en éducation, la question m'intéresse évidemment beaucoup. Dans les années 60 aux États-Unis, un homme va demander à son voisin, qui est un immigré allemand, qui parle l'anglais parfaitement, d'aider à son garçon à lire, parce que son garçon va à l'école et il lit extrêmement mal, au point où le père pense que l'enfant souffre d'un trouble d'apprentissage quelconque. L'homme en question va donc commencer à donner des cours de lecture à cet enfant en se fondant sur les méthodes qu'il a connues, lui, enfant, en Europe. Et il se rend compte que l'enfant apprend à lire avec une méthode qu'on appelle aux États-Unis l'OCSE. C'est une méthode globale de lecture. Et il lui apprend à lire avec une méthode syllabique que lui a connue quand il était enfant. En quelque temps, l'enfant rattrape son retard et il lit comme du monde. L'homme publie un livre qui s'appelle « Why Johnny Can't Read ». Et ce livre-là devient un immense best-seller aux États-Unis, à tel point qu'il y a une espèce de scandale national et de débat national sur les méthodes d'apprentissage de la lecture. L'Académie des sciences américaines va demander à une chercheuse qui s'appelle Jane Schall d'étudier la littérature et de trancher le débat. Est-ce que c'est préférable une méthode syllabique ou une méthode globale? Madame Schall va publier son rapport à la fin des années 60, montrant que la méthode syllabique est de loin préférable. Ça a été confirmé de manière constante depuis ces années-là. Et on a donc des indications sur les méthodes d'apprentissage de la lecture qui sont préférables à d'autres et on devrait y avoir recours systématiquement. La deuxième chose qu'on sait en psychologie cognitive et qui est ça aussi inattaquable, c'est que lire, c'est pas seulement décoder des petits chiffres noirs, êtres noirs d'encre sur du papier blanc, c'est aussi comprendre ce qu'on lit. Et si on n'a pas
un savoir préalable important sur le sujet sur lequel on s'apprête à lire, on ne comprend pas ce qu'on lit. Et donc, pour lire, il faut non seulement avoir appris à décoder, selon les méthodes les meilleures, mais aussi qu'on nous ait transmis du savoir préalable qui fait en sorte que devant un texte, on se retrouve pas comme vous et moi devant un article de mécanique quantique. C'est-à-dire qu'on comprend rien sur ce qu'on lit. Et pour ça, c'est l'école qui doit transmettre systématiquement ses savoirs, et plus encore aux enfants qui n'ont pas la chance d'avoir à la maison le savoir préalable transmis par le fait qu'ils baignent dedans, parce que leurs parents lisent, parce qu'il y a des livres partout, parce que le vocabulaire est extrêmement riche. On a étudié, je ne citerai pas de chiffres, mais on a étudié systématiquement la différence de vocabulaire des enfants de milieux défavorisés et des enfants de milieux riches lorsqu'ils arrivent à l'école, et c'est quelque chose de faramineux. Alors, si l'école prend pas le relais de ces conditions de reproduction dont parlait Yannick, en utilisant les meilleures méthodes pour apprendre à déchiffrer et à lire, et en transmettant systématiquement des savoirs, on risque de faire perpétuer une situation dont tout le monde a convenu qu'elle était dramatique. On a à peu près fait le temps qu'on pensait faire, hein, c'était chouette, et je pense que, je suis persuadé en fait que vous allez avoir plein de questions à nous poser. Alors, un micro va circuler parmi vous, ne vous gênez pas, je vous demanderai de vous identifier si possible, si ça vous tente, et de dire à qui vous adressez votre question, l'un ou l'autre des panélistes que je remercie de leur participation. Bonjour, Sébastien Laure-et-Mort. Moi, je suis à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et ma question s'adresse à M. Marcil, que je suis assidûment. Par rapport au montant 5 milliards, vous dites, est-ce que c'est seulement au Québec ou c'est au Canada? L'augmentation par point de... C'est la simulation pour le Québec. Pour le Québec seulement? Pour le Québec seulement. Donc, c'est chaque point de pourcentage qu'on diminue le taux d'analphabétisme, c'est à peu près 1,5 % de plus de la valeur économique actuelle qu'on ajoute. Comme au Québec, c'est à peu près 300 quelques milliards, c'est à peu près 5 milliards. Donc, mais ce ratio-là, il s'appliquerait à peu près partout où il y a des taux d'analphabétisme similaires aux nôtres. C'est énorme. Sébastien, pendant que tu as le micro, sais-tu le taux d'analphabétisme au Nouveau-Brunswick? Non. Je crois que c'est 57 %, mais là... C'est très... Mais pas dans la communauté francophone. Dans la communauté francophone, le taux augmente. Mais il y a plus, je crois, que dernièrement, il y a eu beaucoup de mesures en littératie qui ont été mises en place. Donc, les conséquences de ça, on va les voir seulement dans 10, 15, 20 ans, ce qui n'est pas le cas tout de suite. Donc, il y a des générations encore vivantes, parce qu'il y a des super centenaires au Nouveau-Brunswick, qui sont pratiquement analphabètes, là. Je veux dire, c'est pire que le niveau 2, là. Je m'appelle Charles Prémont, je suis auteur. Puis, en fait, je me demande si, c'est une question générale, je me demande, est-ce que la littérature est une cause, en fait, de ça? Est-ce que les livres parce que je reviens d'une conversation tout à l'heure, puis il y avait une professeure, une enseignante qui disait, bon, le livre à l'école, c'est pas cool. Être un lecteur, c'est pas quelque chose de cool. Et je me dis, est-ce que nous, les auteurs, on a une responsabilité là-dedans, dans le sens où ce qu'on écrit, c'est pas cool. Ce qu'on écrit, ça va pas toucher, ou c'est trop complexe, ou c'est dans un genre qui touche pas, en fait, la majorité des Québécois. Si vous me permettez, on va vous répondre certainement, mais vous êtes auteur vous-même. J'aimerais vous entendre sur votre propre question, si vous en avez envie. Moi, c'est juste une réflexion que je me pose. Moi, je suis un auteur de genre, donc je suis très inspiré par la littérature américaine. Donc, c'est sûr que je m'attends à ce que mes livres aient un succès mitigé, disons. Mais j'avais écrit les premiers puis ça vient un peu de là ma question aussi. C'est les premiers livres, c'était avec La Courte Échelle, c'était des livres qui étaient plus pour adolescents. C'était du fantastique. Fantastique, qui s'appelait peut-être un peu plus masculin. Puis je recevais beaucoup de commentaires sur mon site web de « Ah, merci d'écrire des livres qui font lire les gars, merci ». Puis là, je me dis, ouais, mais OK, est-ce que ces livres-là sont si rares? Ça vient un peu de là, ma réflexion. On dit, ce qu'on écrit, est-ce que ça s'adresse à un public, en fait, ou on écrit, pour comme un trip d'auteur, puis finalement, ça correspond au goût d'un très petit marché, en fait. Merci beaucoup.
Quelqu'un veut répondre? Oui, bien sûr. Ben moi, je dirais non parce que je pense qu'il s'est en fait jamais autant publié de diversité. Donc, il y a toujours un débat sur la question de la lecture chez les jeunes qui est est-ce que les jeunes doivent lire à tout prix ou est-ce que s'ils lisent des choses qu'on considère qui sont pas de grande qualité littéraire, par exemple, on est en train de les gâcher, entre guillemets, comme lecteurs. Je réglerai pas ce débat-là aujourd'hui, mais moi, je pense vraiment qu'il existe de tout aujourd'hui, comme il n'y a jamais existé de tout, y compris de tout au Québec, ce qui est produit ici, ce qui est quand même vraiment fabuleux. Par contre, c'est vrai que être lecteur est pas cool, ça date pas d'hier, et ça, il y a quelque chose de très culturel, parce que c'est pas vrai dans toutes les sociétés. Il y a plein de sociétés dans lesquelles il y a pas de problème, par exemple, à être un grand sportif et à être un grand lecteur. Entre autres, dans plusieurs sociétés latino-américaines, il y a pas une contradiction dans ces deux choses-là, qui ici est souvent posée comme une contradiction. J'ai aucune idée d'où ça vient. Mais bon, pour donner cet exemple-là, parce que je suis allée, la première délégation qui était au rendez-vous du Québec à Port-au-Prince, en Haïti, le rapport à la lecture est quelque chose de complètement différent. Hein? Ben, premièrement, très peu de là, évidemment, le taux de littératie est très, très bas. Mais chez les gens qui savent lire, la question de lire et d'écrire est une immense fierté, quelque chose qui est comme porté en étendard, qui est assez déstabilisant pour nous quand on arrive dans des écoles là-bas, parce que là, le rapport à l'auteur, au livre, à la lecture est complètement différent. Et on finit par se demander s'il n'y a pas quelque chose dans notre perte de rapport à la lecture qui est liée au luxe dans lequel on vit, finalement, à l'abondance. Je disais, il y a tellement de tout, peut-être qu'il y a trop de tout. Juste un mot là-dessus, sur l'aspect reproduction. On a tous parlé de mimétisme, de reproduction sociale, etc. Je veux pas faire de la sociologie à deux sous, mais c'est relativement récent dans l'histoire du Québec francophone, du Canada francophone, disons comme ça, que une masse a accès à l'éducation, a accès à la lecture, qui était réservée à une élite religieuse parfois ou anglophone. Alors c'est super récent là, c'est quelques décennies sur quelques centaines d'années, c'est rien là. Donc je pense que symboliquement, hein, le lecteur, l'intellectuel est vu comme l'élite de laquelle on peut pas s'approcher. Il y a un mur symbolique pour une grande partie de nos concitoyennes ou nos concitoyens envers la culture en général, et pas juste envers la lecture. Cela étant dit, pour casser ce que je disais tantôt, et Catherine également, pour casser ce mimétisme-là, bon, j'ai parlé tantôt de façon super macro, avoir un programme national, machin truc, bidule, mais il y a aussi à l'extrême inverse, pour répondre un peu à votre questionnement, des initiatives très, très locales, très proches de nous. Moi, j'habite à Hochelaga-Maisonneuve, qui est un des coins de pays les plus pauvres du Canada. Il y a aussi un des plus hauts taux d'analphabétisme fonctionnel. Mais il y a plein de petites initiatives de clubs de lecture où il y a un parent qui va avec quelques enfants faire de la lecture le samedi après-midi, par exemple, parce que les propres parents de ces enfants-là n'ont jamais vu leurs parents avec un livre. Moi, comme disait Normand, je suis né dans une maison pleine de livres avec 2 parents intellectuels, machin. Je me suis jamais posé la question. C'est ça la reproduction sociale. Là. Mais si le bambin voit le papa super cool de son ami en train de lire avec lui un livre à la bibliothèque, par exemple, comme ça se fait à la bibliothèque à côté de chez moi, c'est des initiatives pour rejoindre un futur lectorat et qu'il faut rejoindre à 3, 4, 5 ans, pas à 12 ans quand il est trop tard. Il y a quand même des initiatives aussi comme pas des combats des livres, mais où on fait la semaine de lecture et là, les élèves, ils lisent, puis là, c'est comme un thermomètre et tout ça. Donc, peut-être qu'il y a besoin d'autres stratégies, peut-être pour attirer, pour rendre ça cool ou encore donner le temps de s'investir là-dedans, à cause souvent, on voit que les jeunes, ils ont des cours de ci, cours de ça, et ça court dans les cours, et les parents aussi, donc il y a peut-être aussi une priorisation qui est peut-être pas là. Fait je mettrais pas juste ça sur le cool, mais je mettrais d'autres facteurs aussi. Oui, alors une question un peu globale. Bon, personnellement, moi, je suis très fier de mes ancêtres analphabètes pour plusieurs raisons. Entre autres, à cause de la culture de l'oralité. Dans le fond, là où la langue s'est maintenue, c'est grâce à l'analphabétisme. C'est la même chose dans les réserves autochtones. C'est dans les milieux minoritaires. C'est le fait d'apprendre à lire
et avoir comme lecture quelque chose qui combattait la culture orale profonde. Et c'est vraiment un problème. Je peux prendre le Minnesota, Wisconsin, Dakota, etc. C'est toujours les gens analphabètes qui conservaient leur culture. Autrement, c'était l'assimilation, aussi bien en anglais qu'en français. Le créole disparaissait par le français, etc. Voilà ma question. Quelqu'un, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce commentaire, à cette question? Je pense qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Je crois qu'il faut valoriser les deux. Et si un se fait au détriment de l'autre, je pense qu'on est en train de perdre. Alors, je pense que ce que vous dites est intéressant. Ça vient éveiller à s'assurer qu'on ne perd pas l'un au détriment de l'autre. Alors, pour moi, j'aime votre commentaire parce que ça allume d'autres choses dans ma tête. Merci. Moi, j'aime aussi beaucoup parce que je trouve que ça nous rappelle autant bien, on parlait beaucoup des enfants, je pense que c'est vrai aussi. On parlait de faire la lecture, l'importance de ça, c'est-à-dire de l'importance aussi de la narration à l'oralité. On voit l'impact que peut avoir un phénomène comme le slam, par exemple, chez plusieurs jeunes actuellement. Ça les amène vers l'écrit par la suite, mais ça passe aussi par l'oralité. Pour ça, il faut savoir lire à l'oral aussi. C'est quelque chose qui s'apprend. Là, je ne sais pas si on apprend encore aux enseignants à bien faire ça. Moi, je suis pas dans les... Peut-être que Normand, vous le sauriez plus que moi, mais moi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important de faire la lecture parce que, effectivement, un enfant qui est en train d'apprendre à lire, peu importe son niveau de littératie, ne peut pas rentrer aussi rapidement dans la lecture, même s'il a beaucoup d'appétit qu'il le souhaiterait parfois. Et la lecture accompagnée va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Et je pense qu'on le disait tantôt, le problème de la littératie, c'est pas juste de savoir lire, c'est aussi de pouvoir comprendre. Et on apprend aussi à comprendre des histoires, à comprendre le sens logique des arguments, des thèmes, en écoutant la lecture. Ça se fait aussi par l'oreille. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais je dirais que la poésie fait le lien. C'est l'oralité. Il faut savoir des poèmes par cœur. Les avoir lus, les apprendre par cœur. Une question là-bas. Oui, Myriam Saint-Denis, je travaille dans le milieu de l'éducation. Puis, par rapport aux solutions, j'entendais que vous aviez des solutions au niveau reconfiguration politique pour que ça devienne plus un enjeu, voir les stratégies adéquates à l'école pour transmettre la lecture. Mais comme citoyen, lecteur, j'imagine que si on est ici, c'est qu'on trouve la lecture important. Comment on peut justement arriver à créer une société où le livre est plus important, à ce que on voit plus d'adultes mettre en valeur les livres, puis à ce que ça soit considéré non pas comme une activité d'isolement parce qu'on s'ennuie, mais comme une activité humaine qui permette de mieux comprendre le monde également. C'est une belle question. Qui veut commencer? Moi, je vais rebondir sur ce que propose Myriam dans le sens de ce que je disais tantôt. Je parlais des médias, mais je trouve que c'est vrai dans la société en général. Je suis toujours extrêmement surprise jusqu'à quel point, même entre lecteurs, on se parle peu des livres qu'on lit, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose dans la transmission. C'est-à-dire, très rarement, le lundi matin au bureau, on va se demander « Qu'as-tu lu en fin de semaine? » On va parler des émissions qu'on a regardées, on va parler des films qu'on est allé voir. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas tendance à partager sur la lecture. Je sais pas c'est quoi, mais ça m'étonne et je le vois, je le répète dans les médias beaucoup, jusqu'à quel point il n'y a pas ce réflexe-là de ramener la lecture à tout propos comme étant une activité quotidienne, comme d'autres de nos vies. On écoute la télé, on lit, on apprend des choses et on partage ces choses-là. On partage nos sources. Et moi, je pense que c'est une des clés. Et les expériences de plus en plus que les boîtes à livres qui sont déposées un peu partout, dans les autobus, au coin des rues, à certains endroits, c'est rafraîchissant. Et c'est sûr qu'on répondra pas à ce que vous nommez, mais je pense que c'est une expérience possible qui va donner le goût à la lecture, qui fait qu'on va en parler davantage. Je seconderais, tertiariserais en disant qu'il faut juste le mettre chacun dans nos milieux davantage en valeur. Catherine, tu parles de médias. Moi, j'essaie de parler le plus souvent de livres en dehors des émissions de livres, évidemment, dans mes interventions. Puis je sais, toi aussi, que tu interviens à ta façon dans la communauté. C'est ton rôle à toi de le faire. Chacun dans notre rôle socio-professionnel à valoriser la lecture. C'est pas valoriser le livre comme un fétiche, c'est valoriser la lecture, la connaissance, la culture au sens large. Je pense que si vous aviez une question, vous pourriez avoir le micro.
Vous avez une question? Oui, C'est pour le c'est moi qui micro. ai le micro. Ah, c'est vrai. Bon, ensuite, excusez-moi, je vous avais pas vu. Bonjour, donc Justine pour la revue française Actualité. Vu qu'on parle de l'activité humaine qu'est la lecture et de l'oralité, je voulais savoir si vous utilisiez les livres audio et si pour vous ce serait une bonne solution ou s'il faut déjà un bagage pour apprécier cette forme de lecture. Et ce matin, il y avait un atelier, justement une table ronde sur est-ce que le livre audio peut répondre aux besoins actuels de littératie. Et il y avait les livres audio qui sont mis au marché là, par l'industrie. Et il y a aussi les livres audio pour les personnes qui ont soit des déficits sur le plan cognitif ou encore au niveau visuel ou des perceptuels. Et je trouvais que ça venait ouvrir toute une porte à de l'accessibilité. Et je trouve que si on le voit en termes d'accessibilité, je pense qu'il faut le valoriser. Parce que l'accès aux livres, en tout cas, à la minute que je vous parle, là, peut-être que je changerai d'idée dans 2 minutes, mais à la minute que je vous parle, peu importe la forme qui sera utilisée, si on donne accès aux livres, à la connaissance, au savoir, aux termes, je trouve qu'on vient enrichir la population, les personnes qui vont y avoir accès. Et quelqu'un qui a de la difficulté ou qui a de la difficulté à se concentrer ou encore qui a un problème quelconque, et même s'il n'y a pas de problème quelconque, bien peut-être ça lui donne accès au livre pendant qu'il est conduit d'un endroit à l'autre. Comme exemple, mon fils était de Chicoutimi, il travaillait à Rouyn. Il faisait pas ça soir et matin, vous le savez. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait des livres audio. Et il pouvait lire un livre, entendre un livre, dans son voyage aller-retour. Donc, je trouve que c'est une richesse, ça ouvrait. J'étais bien contente qu'il avait accès à ça. Donc, je trouve que c'est une modalité qu'il faudrait peut-être explorer davantage pour rendre accès, entre autres, à des personnes à très faible niveau de littératie, des personnes aînées qui commencent à avoir des difficultés sur le plan cognitif ou encore au niveau perceptuel, de donner accès encore aux livres. Moi, je trouve que c'est une façon intéressante de l'exploiter. À ce sujet, moi, j'aimerais souligner puis féliciter tous ces bénévoles qui prennent le temps d'aller lire des livres. C'est vraiment un travail remarquable. J'ai été dans leur bureau déjà. Et là, il y a des gens qui, bénévolement, donnent de leur temps pour lire des livres. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et on peut les remercier parce qu'il y a des gens qui n'auraient pas accès aux livres sans ça. Normalement, je voudrais juste compléter sur un autre aspect, parce que ce dont vous venez parler, c'est, des gens qui ont des difficultés à accéder à la lecture, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un autre aspect. Vous savez, régler un problème, ça se fait dans un contexte où l'évolution d'une personne se fait toujours dans un contexte. Moi, quand j'avais 2 ans et demi, mes parents m'ont surpris à être en train de lire La boîte de céréales. Ils se sont rendus compte que j'étais capable de lire. Donc, et si je lisais La boîte de céréales, c'est que j'étais dans un contexte, celui du petit déjeuner, où j'avais un truc devant moi. Je suis fils unique, donc j'avais pas un petit frère ou une petite sœur à chamailler. Et j'ai appris à lire comme ça. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Parce que ce qui se développe présentement, donc si on parle de contexte, on parle du contexte dans lequel notre société évolue, c'est aussi un contexte où il y a une concurrence technologique très grande, comme on le sait. Hein, télé, radio, évidemment le web, etc. Il se développe de plus en plus d'éditions appelons-les hybrides, je ne sais pas s'il y a un terme consacré. Il y a quelques petites maisons au Québec qui commencent à émerger, où on a un objet, je ne sais trop comment le nommer, qui est proche d'un livre, donc sur une tablette ou un écran d'ordinateur, où on a du texte à lire, donc comme un livre électronique classique, mais où s'intègre de la musique d'ambiance, des vidéos, un peu d'interaction, peu importe, là, il y a plusieurs, les possibles sont infinis. Je pense que ça, c'est une porte d'accès super intéressante aussi envers celles et ceux, les plus jeunes peut-être, qui n'ont pas d'attrait, d'attirance pour le livre, hein, qui ont une vision du livre qui est soit on oblige de lire à l'école, soit c'est un vieux monsieur ou une vieille madame assise dans un grand fauteuil un peu poussiéreux en train de lire un grand livre très compliqué et très ennuyeux. Il y a plusieurs stratégies, je pense, pour amener à la lecture, c'est ce que je suis en train de dire, mais qu'il faut établir ces stratégies-là en tenant compte du contexte ici socio-technologique dans lequel
particulièrement les jeunes évoluent, particulièrement les jeunes qui n'ont, je reviens toujours à casser le mimétisme, là, qui n'ont pas ce réflexe de lecture parce que leurs parents ne l'ont pas. Ils ont peut-être par contre un réflexe de tablette, de téléphone ou d'ordinateur qui pourrait les amener à une lecture plus riche que simplement des statuts Facebook. Il y a une personne qui avait une question à poser, je pense. On a le temps? Oui, on a le temps tout à fait. Puis si vous voulez avoir le micro, il est disponible pour la prochaine personne. Bonjour, je suis Manon Laferrière, je suis orthopédagogue, justement. Mais je ne travaille pas dans... Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, OK. Alors, je ne travaille pas dans une école, mais je travaille avec des écoles. Je travaille en milieu pédopsychiatrique et justement, je me spécialise depuis des années en évaluation de la littératie au niveau des troubles d'apprentissage. Et je voulais rebondir sur un aspect. Quand on parle de ne pas former au niveau des citoyens, au niveau des qualités de texte, je ne sais pas si vous avez regardé au niveau des manuels d'enseignement, au niveau primaire, au niveau secondaire, la richesse. Il y a une enseignante qui a parlé tout à l'heure, elle va reconnaître les textes, la richesse des textes qu'on a. Quand on parle d'analphabétisme, on va parler plus de jeunes qui, justement, n'arrivent pas à décoder, reconnaître les mots. On parle pas juste de l'aspect syllabique, on parle de la reconnaissance parce qu'on a les deux aspects qui entrent en jeu, la reconnaissance visuelle et l'aspect syllabique. On va parler des habiletés cognitives pour comprendre, faire les liens entre les mots. Alors là, les textes sont quand même riches. On a du beau matériel scolaire. Je vous rassure, on a de la belle littératie qui est disponible, mais autant dans les milieux d'enseignement que dans les milieux familiaux, nous sommes très dispersés. Il y a peu de temps, il faut prendre du temps. Et face aux outils technologiques, j'étais contente que vous en parliez, ça ne remplacera jamais un humain qui va être en interaction avec un jeune du primaire ou même avec un ado, justement pour discuter de ce qu'il a compris. Je suis pas contre les ordinateurs, je suis pas contre les logiciels. On en a besoin. Et d'ailleurs, j'en recommande dans les outils d'intervention. Mais il faut faire attention. On a du très beau matériel de rééducation, on a du matériel d'incitation, de motivation, mais l'aspect de l'interaction avec un adulte qui va poser des questions au niveau de la compréhension de texte, c'est super important. J'aime bien votre idée de tous les jours faire penser qu'on a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la lecture, non pas nécessairement analphabètes, mais est-ce qu'on peut aussi, chaque semaine, inciter à la lecture et faire la lecture à des jeunes? C'est une petite, peut-être pas une question, mais une petite solution. J'aimerais juste réagir deux petits points. Ayant toujours peur de mal me faire comprendre, quand je parlais tantôt d'une éducation fonctionnelle, je sais que c'est pas ça que vous m'avez accusé de rien, là, c'est juste ça me fait penser à. Ce que je veux dire, c'est que ça fait en sorte que collectivement, donc via l'État, on ne se préoccupe plus de culture, on ne se préoccupe plus de formation citoyenne, on ne se préoccupe plus de faire de la pensée critique, mais uniquement de faire de bons travailleurs. Juste pour être sûr que j'ai été clair, non pas que ce n'est pas la volonté, par exemple, dans les écoles. Un deuxième truc sur lequel qui me permet que j'aimerais préciser parce que effectivement, on a toujours cette espèce de réaction ambiguë face aux technologies, aux nouvelles bébelles, qui sont pas mieux ou utiles en elles-mêmes. N'est-ce pas? On avait besoin d'un humain aussi pour interagir par rapport à la lecture d'un livre physique. C'est la même chose avec une tablette, c'est la même chose avec n'importe quel... Donc pour moi, ça ne change rien. Un livre, c'est un livre papier, c'est une forme de technologie. Elle est juste un peu plus ancienne. Il nous reste quelques minutes, on vient de m'en avertir. Il y a 2 personnes qui veulent prendre la parole. Alors je vais leur donner la parole et ensuite je vais demander aux gens de prononcer le mot de la fin. Bonjour, mon nom c'est Marie-Ève Aucheminado. Moi, je suis médecin de famille. Puis dans la pratique, je rencontre beaucoup de gens, justement, qui ont des problèmes de littératie. Puis c'est souvent des personnes avec lesquelles c'est plus difficile de traiter des maladies aiguës, mais surtout les maladies chroniques, tout ce qui est diabète, cancer, maladies cardiaques. C'est beaucoup plus difficile d'aller les chercher. Puis ça c'est plus une population adulte. On a parlé beaucoup de ce qu'on peut faire pour les enfants pour essayer de les intéresser, mais plus au niveau de ce qui est de la population adulte, c'est quoi les outils qui sont présentement disponibles, autres que l'école aux adultes, à laquelle ils sont souvent très rébarbatifs, justement parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences scolaires. Qu'est-ce qui existe actuellement et qu'est-ce qui pourrait être bonifié?
c'est un grand défi parce que la littératie en santé qu'on appelle, et le taux de littératie en santé, c'est pire que le taux de littératie habituel. Donc, dans les chiffres dans les chiffres de 2003, c'était au moins 60% des adultes qui avaient, et là, je parle pas des personnes aînées, c'est 90% pour les aînés, mais 60% des adultes de 16 à 65 ans qui étaient pas capables de prendre des décisions éclairées vraiment par rapport à leur santé à cause qu'il y avait de la difficulté à saisir toute l'information et de l'incorporer. Les travaux qui sont faits, puis si on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis, c'est vraiment d'augmenter l'accessibilité de l'information. Donc, ça va être de simplifier l'information pour les personnes. Ça va être dans une approche des médecins ou des pharmaciens avec les individus. Et souvent, ça va être de type formation. Exemple, si le médecin demande à son client, est-ce que vous pouvez me répéter ce que je viens de vous expliquer? Ben, ils répéteront pas parce qu'ils vont penser que s'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils sont vraiment pas corrects. Alors, il y a toutes des approches, comme on l'a demandé. C'est peut-être, je suis pas certaine que j'ai bien expliqué ce que je devais vous expliquer. Pourriez-vous me dire ce que vous avez compris pour voir si j'ai besoin d'expliquer autrement? Parce que je suis pas certaine que j'ai pris les bonnes façons. Donc, le fardeau d'explication est sur le professionnel et non pas sur le client. Donc, il y a beaucoup de stratégies comme ça qui ont été développées au niveau de la littératie en santé. Et c'est un objet de recherche en soi et un objet d'intervention qui est très important. Et si vous voulez, après, on pourra s'en parler un peu, mais il y a beaucoup de travaux qui se font parce que ça coûte des milliards par année à cause des retours à l'hôpital, des médicaments pas bien pris, des arrêts de traitement ou de traitements qui ont été choisis sans en connaître toutes les conséquences. Donc, c'est un enjeu important. Puis au Québec, avec le vieillissement de la population, ça veut dire qu'il faudrait miser beaucoup sur ça. Il nous reste quelques minutes à peine, donc une toute dernière question avant les mots de la fin des invités. Je fais très court. Je m'appelle Maïté, je suis traductrice. Puis, en fait, c'est un peu pour faire écho aux outils qu'on pourrait trouver pour les adultes. Puis, dans le fond, 50%, c'est vraiment beaucoup. Puis, je me dis que les gens lettrés, qui sont les amoureux des mots et qui sont un peu les ambassadeurs, dans le fond, de la littérature, ne sont pas isolés sur leur île. Et si 50% de la population a un problème de littératie au niveau fonctionnel, c'est donc que nous sommes entourés de ces gens-là, puis que donc dans notre cercle social, il y a des gens comme ça. Et moi, je me dis, en étant, des gens que ça passionne ou qui ont l'intérêt à la base et donc qui ont eu plus de facilité, ne serait-ce que par les conditions dans lesquelles ils ont été élevés ou peu importe. On est un peu, je pense, c'est une responsabilité en tant qu'ambassadeur de la langue, en tant qu'ambassadeur de justement la littérature ou de la culture, d'aller vers ces gens-là. Puis je crois que les médias sociaux, les blogs, tout ce qui existe aujourd'hui puis qui touche les adultes, les jeunes adultes de notre société sont des bons moyens d'y aller. Par exemple, pour des critiques de livres, des critiques de pièces de théâtre, des choses comme ça qui sont faites avec humour et qui sont véhiculées dans le fond dans une langue qui est agréable et intéressante pour les gens sur des médias qui sont accessibles. Puis je crois que c'est un peu le devoir de tous de mettre la main à la pâte puis de partager, d'essayer de propager la culture vers des gens qui peut-être n'y seraient pas intéressés d'une façon plus traditionnelle. Juste une réaction très rapide à ce que vous dites, qui est juste, mais sur une petite chose, ça dépend ce que vous faites et qui vous êtes. Mais c'est pas si vrai qu'on est entouré. Moi, je suis essayiste, je travaille dans les médias, je travaille dans des institutions d'enseignement supérieur, je viens d'une famille de gens bourgeois, disons-le. Je ne suis pas entourée de ces gens-là, sauf que depuis 3 mois, je vais m'entraîner chez Curve, ce centre juste pour femmes. Seul centre de gym que je connais où le monde jase en s'entraînant, là. Et là, je les rencontre, ces gens-là. Chaque fois, je me rends compte que je suis entourée de ces gens-là, mais très honnêtement, non, je ne suis pas entourée de ces gens-là et je pense que c'est une partie du problème, c'est qu'il y a un tel fossé entre la vie que je mène entourée de gens qui font partie de cette conversation démocratique dont on parle depuis tantôt, qui sont tout à fait à l'aise, qui ont tous les outils qu'il leur faut, et ce 53% de personnes que je ne connais pas. Et il faut les connaître. Je sais, j'ai pas de solution. Une fois de plus, je suis bien fatigante. La prochaine fois, on va donner des solutions. Écoutez, vous avez, on va nous mettre dehors bientôt. Vous avez 30 secondes pour donner le mot de la fin chacun. 30 secondes, montre en main.
En fait, je renchéris sur ce que Catherine vient de dire. Vous avez tort et raison. C'est-à-dire que justement, on l'a pas dit tout à l'heure, mais ce phénomène de reproduction sociale, c'est aussi un phénomène de reproduction de classe sociale. Et les classes sociales, ça ne se parle pas. Là où vous avez raison, c'est qu'il faut faire l'effort. Et il faut justement pas faire l'effort juste de parler à notre cercle, parce que là, on va se parler entre nous. C'est le club des claques dans le dos. Ce qu'il faut faire, c'est aller en dehors de nos cercles sociaux. Peut-être au gym, ça peut être une solution, mais effectivement, faire l'effort pour aller vers l'autre. Et je dis ça sans aucune condescendance, bien évidemment, mais ça n'est pas vrai qu'on se côtoie de part et d'autre. Et ça, c'est vrai de n'importe quel groupe ou de caractérisation sociale. Et si on a une mission à faire, bon, je vous parlais de ma petite mission là, d'apprendre le 50% à chacune une fois par jour et au moins une personne. C'est une mission qu'on peut se donner ici, nous tous, nous toutes, c'est effectivement de faire l'effort d'aller voir comment on peut changer à toute petite échelle les choses en allant vers ces gens-là, en allant dans des cercles qui ne sont pas les nôtres, qui sont souvent par contre familiaux, ça c'est pas impossible, et de voir comment on peut être effectivement des ambassadeurs, parce que là-dessus vous avez tout à fait raison, je suis d'accord. Madame Ruel. Mon objet d'intérêt actuellement, c'est vraiment d'aller dans des milieux et de les aider à rendre leur information plus accessible pour rejoindre ces exclus de l'information. Et je pense qu'il faut investir dans les deux facettes, à la fois rehausser les compétences des individus, se donner des moyens pour rehausser les compétences en littératie à partir du très jeune âge et de les poursuivre à l'adulte, mais pour les laisser pour compte, pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on est capable de soutenir les milieux, les services, à mieux les desservir en santé, que ce soit en santé ou encore sur le plan financier ou dans d'autres contextes, je pense qu'il faut le faire aussi. Alors, d'agir sur les deux facettes. Je voulais juste vous dire merci, Normand. Moi, je vous remercie. Je remercie tout le monde. J'aurais une petite annonce, si vous permettez, justement concernant le livre et sa promotion. Alors, la 8e édition des rencontres interprofessionnelles des acteurs du livre a lieu le 9 mars 2016 et ça touche justement la question de la promotion du livre. Ça a lieu au Cœur des sciences de Montréal. Alors, je vous invite à aller faire un tour le 9 mars. Et je vous remercie de votre attention, de la qualité de l'écoute et de la qualité des questions. Je remercie aux invités. C'était une très belle rencontre. Merci.